Bonsoir. Je recommence puisque je ne sais pas si vous m'entendiez avant. Donc, je me présente, je suis Alexandre Plaisant, le responsable de l'Empire Academy, côté LFH, et je vous souhaite la bienvenue à ce second webinaire de l'Empire Academy. Après la formation de la semaine passée, qui était une formation qui traitait sur les petits terrains, nous allons passer au grand terrain cette semaine, et plus particulièrement aux règles de jeu. Je le rappelle pour ceux qui le souhaitent, que vous pouvez encore et toujours vous inscrire pour les 2 prochaines sessions qui auront lieu ce mercredi prochain et le mercredi d'après. Alors, mercredi prochain, la formation aura lieu, traitera sur le principe de la gestuelle et du coup de sifflet. Et le mercredi suivant, le 15, dans 15 jours, on va parler du placement et du déplacement sur le terrain. Alors, ce soir, cette formation en ligne se fera en 2 étapes distinctes. La première, qui sera, je m'en excuse, beaucoup plus théorique, mais quand on parle des règles du jeu, c'est difficile de ne pas faire théorique. Elle traitera des définitions, notamment les joueurs, des équipes, des terrains, des fautes et tout le Saint-Tremblement. Par contre, pour la seconde partie, qui sera une partie plus ludique, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Michael Pontus, un de nos meilleurs arbitres nationaux. Ce sera lui qui animera le quiz avec les questions-réponses traitant donc de différentes situations de jeu auxquelles vous allez devoir répondre le mieux possible. On profitera évidemment de la présence de Mika qui nous donnera par la suite les réponses correctes et puis surtout des explications par rapport à des doutes ou des interprétations qui pourraient venir, je dirais, semer le trouble par rapport à savoir quelle décision prendre. Je siffle pas, pour l'attaque, pour la défense. Donc, il nous fera bénéficier de toute son expérience à ce sujet-là. À la fin de ce quiz, les 3 meilleurs résultats se verront récompensés. Je garde la surprise pour la fin. Comme toutes les formations, et à chaque fois on a beaucoup de demandes, je vous rassure, cette session est enregistrée et donc elle sera disponible via un lien. Ce lien, je l'enverrai la semaine prochaine par email à toutes les personnes inscrites. Pas seulement les personnes présentes, mais celles également qui se sont inscrites et qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce webinaire. Si vous avez des questions, vous connaissez la musique, vous pouvez poser vos questions à tout moment en utilisant le tool question. On tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Maintenant, si ce n'est pas possible de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas malgré tout à la poser. Quand la présentation sera finie, je pourrai imprimer ces questions et je prendrai le temps à ce moment-là d'y répondre et de vous envoyer personnellement la réponse à vos questions. Questions qui n'auront pas pu être traitées ce soir. Voilà. Alors, je propose de commencer la première partie théorique qui traite des règles du jeu. Alors, on commence, comme je l'ai dit, avec des choses un peu moins sympas, en l'occurrence des définitions. Mais les matchs de hockey sont contrôlés par 2 arbitres. Je parle bien de grand terrain. Donc, sur grand terrain, on a dans tous les cas 2 arbitres. Le rôle de ces arbitres, c'est de veiller à ce que le jeu se passe le mieux possible en respectant le règlement et en veillant à la sécurité des participants et également, j'insiste beaucoup là-dessus, sur les valeurs du sport et du fair play. Chaque arbitre a en responsabilité une moitié de terrain, en l'occurrence sa moitié de terrain. Donc, il est responsable pour sa partie, mais tout au long du match, il restera en collaboration et en communication étroite avec son collègue. En l'occurrence, on ne parle pas de 2 arbitres distincts dans un match, mais on parle d'une équipe arbitrale, d'un corps arbitral. Donc, il y a bien une équipe d'arbitres. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils travaillent ensemble. Soit dans les divisions supérieures, ils sont dotés d'un émetteur-récepteur et d'une oreillette. Soit ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre d'outils, il reste encore toujours la possibilité d'établir un langage dans la préparation d'avant-match, des regards, des positions qui peuvent permettre aux collègues de comprendre certains messages. Alors, quand il y a des fautes qui sont sifflées, les décisions qui sont prises par les arbitres, en l'occurrence les fautes, sont indiquées par une gestuelle qui est bien déterminée. Ça fera l'objet
du webinaire de la semaine prochaine, que je ne me trompe pas. Oui. Les fautes peuvent être sanctionnées de la manière suivante. Donc, en plus des fautes, on peut sanctionner le joueur qui a commis la faute, soit par un carton vert. Il s'agit d'une exclusion de 2 minutes, soit un carton jaune. Ce carton jaune, ben, c'est soit 5, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Soit 5, soit 10 minutes, selon la gravité de la faute. Et la gravité, ben, elle est laissée évidemment à l'appréciation de l'arbitre. Et puis la sanction la plus grave, ben, c'est le carton rouge. Il s'agit d'une exclusion définitive. On continue les définitions. Alors le hockey, ben, pour qu'il y ait un match, il faut qu'il y ait 2 équipes. Ces équipes sont composées de 11 joueurs chacune, et chaque équipe a le droit à avoir 5 remplaçants maximum. Donc 11 joueurs, 5 remplaçants, ça veut dire 16 joueurs qui sont recensés sur la feuille de match. Moins, c'est toujours possible, plus, ça n'est pas possible. Les remplacements des joueurs sont illimités et peuvent avoir lieu à n'importe quel moment du match, sauf quand on a un penalty corner. Alors, libre à chaque équipe de décider de s'aligner avec un gardien de but ou sans gardien de but. Si elle décide de s'aligner avec un gardien de but, ben, le gardien de but doit porter un maillot de couleurs différentes et un équipement complet. Ça veut dire un casque, des guêtres, des sabots, des gants. Ce joueur étant identifié comme gardien de but, donc son rôle se cantonnera, on va dire, à son cercle ou juste autour de son cercle. Si par contre l'équipe décide de ne pas aligner de gardien de but, mais 11 joueurs de champ, dans ce cas, il n'y a pas de joueur qui porte un maillot différent, tout le monde porte le même maillot, et le joueur qui prendra entre guillemets le rôle de gardien n'a pas les privilèges de gardien de but, donc il ne peut pas arrêter la balle du pied ou autre. Alors, la surface de jeu, ben, on va éviter de rentrer dans les détails, étant donné que vous allez recevoir une copie de cette présentation. Vous aurez l'occasion de tout lire pour les gens qui sont férus de virgules et autres. Ils auront même la possibilité de savoir de quelle dimension, de quel diamètre est le point de stroke. Ici, on va juste faire ressortir qu'on a sur les côtés du terrain des lignes de touche. Donc, dans le langage, c'est important de connaître ces fameuses lignes de touche. On a également des lignes de fond qui se trouvent donc à l'arrière et à l'avant du terrain. Ce sont les parties les plus courtes. On a les lignes de but qui sont les lignes donc, qui sont comprises entre les 2 piquets du but. La ligne médiane est la ligne qui sépare le terrain en deux, en plein milieu. C'est bien fait. Et puis alors, on a devant les cercles 2 lignes qui sont les lignes des 23 mètres et qui sont, pour la beauté, placées à 22 mètres 90 de la ligne de fond. Les cercles, de chaque côté un cercle. Le cercle, ben, c'est relativement important dans notre sport puisque c'est la zone dans laquelle on doit se trouver si on veut marquer un but. On a des points de stroke, qui est l'équivalent du penalty pour le football, qui se trouve donc en plein milieu en face du goal à 6,40 m de ce goal. Alors, définition importante à savoir, toutes les lignes qu'on vient de citer, elles font toutes intégralement partie de la surface de jeu. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une balle qui se trouve sur la ligne est une balle qui se trouve sur la surface de jeu. Et donc, elle n'est pas sortie. Elle ne peut être sortie qu'à partir du moment où la balle a complètement franchi la ligne. Il en va de même pour la définition d'un but. Pour qu'il y ait goal ou que le but soit validé, il faut que la balle passe entièrement la ligne de but. Tant qu'un petit morceau se retrouve sous la ligne, c'est toujours en jeu. Les buts sont placés à l'extérieur de la surface de jeu. Donc, on se pose souvent la question quand on doit mettre les goals en place avant son match, souvent le dimanche matin, est-ce qu'on met les piquets sur la ligne de fond, devant la ligne de fond ou derrière la ligne de fond? Ben, vous avez la réponse. Les piquets sont toujours placés derrière la ligne de fond.
Alors, quand est-ce que l'arbitre doit siffler? Effectivement, précision importante, les arbitres ont, en plus des cartes vertes, jaunes et rouges, ont un sifflet et qu'ils doivent utiliser, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. On verra également dans le webinaire de la semaine prochaine comment utiliser son sifflet et comment communiquer à travers son sifflet. Mais bon, j'anticipe la semaine prochaine. Revenons plutôt à nos définitions. Un arbitre siffle à chaque début et fin de rencontre. On siffle pour commencer la rencontre et on siffle pour signaler la fin de la rencontre. Quand il y a un bully, il faut siffler. Quand on a une faute, évidemment, il faut la signaler via un coup de sifflet. Au début et à la fin de l'exécution d'un stroke. Donc, quand il y a stroke, on siffle pour le stroke. Et soit le stroke est marqué, on siffle goal, soit le stroke est raté et on siffle après le stroke pour la reprise du jeu, la reprise du temps. À la reprise de la rencontre, après chaque but inscrit, on siffle également. Le stroke, je viens de l'indiquer quand le but n'est pas inscrit. À l'arrêt et à la reprise de la rencontre pour le remplacement d'un gardien de but entièrement équipé. Donc, s'il faut arrêter le temps pour remplacer un gardien qui doit complètement s'équiper, c'est le même principe, on siffle pour arrêter le temps et pour la reprise du temps. Si la rencontre doit être interrompue pour quelque raison que ce soit, vous sifflez à ce moment-là pour mentionner que vous interrompez la rencontre et il y a lieu également de siffler pour la reprise. Également, on va donner 2-3 petits coups de sifflet. Là, ce n'est pas pour sanctionner une faute, c'est juste pour indiquer qu'un joueur qui conduit la balle, en conduisant sa balle, la balle est entièrement sortie de la surface de jeu et il continue à jouer. Donc là, on va siffler 2-3 fois pour lui rappeler que la balle est sortie et que donc il y a soit une touche, soit dégagée. Alors, quelles sont les différentes fautes qu'on a au hockey? Il n'y en a pas énormément. En l'occurrence, on commence toujours par le kick. Le kick, c'est quoi? C'est pour les joueurs de champ, quand ils touchent la balle du pied ou d'une toute autre partie du corps, à une exception près, c'est la main qui tient le stick. Donc, quand un joueur se retrouve avec son stick au sol en position de revers et que la balle vient heurter sa main gauche qui tient le stick, là, il n'y a pas kick. Ou sinon, toutes les autres parties du corps, on peut siffler kick. Deuxième type de faute, l'obstruction. Les joueurs qui commettent une faute d'obstruction, c'est quand on pousse un adversaire, quand on interfère physiquement, que ce soit avec le stick ou avec le corps, interférer physiquement pour empêcher l'adversaire de prendre ou de jouer la balle. C'est un peu le même point juste derrière. L'obstruction, la définition, on pourrait rajouter, je crois, 3 pages. Maintenant, je ne pouvais pas tout mettre, donc j'ai essayé de synthétiser. Mais s'il y a des gens qui veulent avoir une définition complète de l'obstruction, n'hésitez pas à la demander. Je pourrais vous l'envoyer par écrit. Mais comme je le disais, ça fait plus d'une page. Autre faute, c'est le jeu dangereux. Alors, le jeu dangereux, ce sont les balles montantes ou des situations de jeu qui entraînent un danger pour un ou des joueurs. Donc, j'insiste bien, ce sont des balles montantes qui entraînent un danger pour un ou plusieurs joueurs. Pas les balles montantes, point. D'accord? La balle peut monter sans qu'il y ait un jeu dangereux à partir du moment où il n'y a personne sur la trajectoire. Ça, c'est totalement autorisé. Autre faute, le backstick. Le backstick, c'est très simple. Lorsque la balle est jouée avec le côté arrondi du stick, on peut siffler backstick. Alors, quand on siffle des fautes, il y a différentes possibilités. La première des choses, déjà, c'est de ne pas siffler la faute et de laisser ce qu'on appelle l'avantage.
L'avantage, c'est quoi? Ben, c'est quand il y a une faute, une pénalité, mais que on ne siffle pas cette faute, on laisse le joueur qui a subi la faute continuer son action pour qu'il puisse profiter, comme le nom l'indique, de l'avantage. Par rapport à ça, l'avantage, on pourrait en discourir assez longtemps, dans le sens où certains arbitres sont adeptes de l'avantage et de laisser le jeu un maximum se dérouler. D'autres le sont moins et à juste titre. Mika, si tu veux intervenir, je sais que toi, tu n'es pas toujours, je dirais, partisan de laisser l'avantage envers et contre tout, parce qu'effectivement, il peut y avoir des revers de médaille, on va dire. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut ne pas oublier à l'esprit, c'est que l'avantage ne rime pas ou n'est pas associé à possession de balle. C'est-à-dire que vous pouvez garder la possession de balle, mais sans avoir l'avantage de la faute. C'est pour ça que parfois, et même souvent, nous, on conseille de siffler plus tôt. Pourquoi? Parce que ça va clarifier la situation derrière, étant donné que les joueurs, ou en tout cas les adversaires, doivent être à 5 mètres du coup franc et que la balle doit être à l'arrêt, ce qui pour vous simplifie la situation parce que euh, quand il y a un coup franc qui a lieu suite à une faute, les règles sont très précises, alors que l'avantage, c'est quelque chose que est plus compliqué à juger parce que il faut savoir que souvent on laisse l'avantage et jusque quand est-ce qu'on laisse l'avantage? Est-ce que la personne a su courir 5 mètres avec la balle ou pas? C'est parfois plus compliqué de laisser une faute et de laisser l'avantage que de siffler. Voilà, donc je te redonne la parole, Alexandre. OK. Donc voilà, on peut laisser l'avantage avec un avantage pour le jeu, mais avec un risque effectivement également pour le jeu ou l'interprétation du jeu par les équipes, avec des conséquences dans la gestion du match qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on est arbitre. Si on ne laisse pas l'avantage, on siffle, ben, on a en règle générale un coup franc qui est sifflé, qui est accordé donc à l'équipe adverse, l'équipe qui a subi la faute. Alors dans ce cas, on sifflera coup franc pour une infraction qui est commise par n'importe quel joueur dans la zone située entre les deux lignes des 23 mètres. Donc on parle de toute la partie centrale du terrain. Pour une infraction commise par un joueur de l'équipe attaquante dans la zone des 23 mètres de l'équipe adverse. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Donc, un attaquant qui fait une faute dans les 23 mètres de l'équipe adverse, ben, on va siffler coup franc. Ou alors pour une infraction commise qui est non intentionnelle par un joueur défenseur à l'extérieur de son cercle, mais dans les 23 mètres quand il défend. Donc on parle bien ici d'une faute à l'intérieur des 23 mètres, faute commise par le défenseur, mais c'est une faute qui n'est pas intentionnelle. On verra plus loin que quand la faute est intentionnelle, ben, la sanction n'est plus un coup franc. En l'occurrence, la prochaine pénalité qu'on va voir, c'est le penalty corner. Le PC, comme on l'appelle dans le langage hockeyistique. On siffle un PC ben, quand une infraction est commise par un joueur défenseur à l'intérieur de son cercle, mais il faut que cette infraction n'empêche pas l'inscription probable d'un but. On va parler d'un kick dans le côté du cercle, par exemple. On ne va pas parler d'un kick du dernier joueur qui se trouve juste devant la ligne de but. À ce moment-là, effectivement, on va considérer que ça empêche l'inscription d'un but. Dans ce cas-là, ce ne sera pas un penalty corner. On verra plus tard de quoi il s'agit. On siffle le PC pour une infraction intentionnelle commise à l'intérieur du cercle par un joueur défenseur contre un adversaire, pour autant que cet adversaire ne soit pas en possession de la balle ou n'est pas en mouvement pour aller jouer la balle. On peut également siffler pour une faute, une infraction intentionnelle commise par un défenseur à l'extérieur de son cercle, mais dans la zone des 23 mètres qu'il défend. Donc là, par rapport à la page précédente, on siffle un coup franc pour une faute non intentionnelle par un défenseur dans ces 23 mètres.
Par contre, si l'arbitre estime que cette faute est intentionnelle, dans ce cas, ça ne sera plus un coup franc, mais un penalty corner. On siffle également PC pour l'envoi intentionnel de la balle au-delà de la ligne de fond par un joueur défenseur ou par le gardien de but. Donc le défenseur ou le gardien de but qui se sent pressé par ses adversaires décide de mettre volontairement la balle dehors sur la ligne de fond, ou en tout cas derrière la ligne de fond. C'est considéré comme quelque chose d'intentionnel et donc on va à nouveau siffler PC. Également quand la balle se loge dans la tenue ou l'équipement d'un joueur ou du gardien de but à l'intérieur du cercle qu'il défend. Donc on parle bien effectivement de l'équipe défendresse. La balle se bloque, elle n'est plus jouable, qu'elle soit dans une poche, dans le short, peu importe, mais en tout cas qu'elle se trouve quelque part dans la tenue du joueur ou du gardien et qu'on ne peut manifestement plus jouer la balle. À ce moment-là, il faut directement siffler PC. Ne traînez pas à siffler parce que sinon, ça pourrait devenir dangereux. Autre pénalité, le penalty stroke qu'on appelle régulièrement le stroke. On accorde un stroke pour toute infraction intentionnelle commise à l'intérieur du cercle par un joueur défenseur contre un adversaire qui est en possession de la balle ou qui a l'opportunité de la jouer. Donc par rapport au PC d'avant où c'est non intentionnel, ici, si c'est intentionnel, on donne stroke. Deuxième raison pour laquelle on peut donner stroke, c'est une infraction commise à l'intérieur du cercle qui empêche l'inscription certaine d'un but. Donc, quand je donnais l'exemple du dernier défenseur qui va se trouver sur sa ligne de but et qui va arrêter la balle du pied, mais là, on siffle clairement un stroke. Alors, comment est-ce qu'on exécute un coup franc? C'est bien de le siffler, mais encore faut-il savoir comment jouer ce coup franc. Alors, ça amène toujours beaucoup de discussions, mais quand on est entre les lignes des 23 mètres, donc de nouveau sur la partie centrale, on autorise à jouer le coup franc à proximité de l'endroit où l'infraction a été commise. Alors, proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une distance jouable de l'endroit où l'infraction a été commise sans qu'il n'en résulte un avantage significatif. Donc ça, c'est quand même assez important. On n'est pas obligé de revenir de 1 mètre à 1 mètre 50 précisément à l'endroit de la faute. On peut la jouer à 1 mètre 50 plus loin, 2 mètres plus loin, pour autant qu'il n'y ait pas un avantage significatif. Quand un coup franc est donné dans la zone des 23 mètres, là, on va demander d'être beaucoup plus précis sur l'endroit où la faute doit être jouée. Si un coup franc est attribué à l'équipe qui défend dans sa partie de terrain, à moins de 15 mètres de la ligne de fond, eh ben, le coup franc peut être exécuté à n'importe quel endroit qui se situe sur une ligne imaginaire, on va dire, qui part de la ligne de fond jusqu'à 15 mètres, mais passant par le point où l'infraction a été commise. Alors, idéalement, un petit dessin aurait été mieux, mais imaginez que vous êtes dans le terrain à 1 mètre du piquet de corner, 1 mètre à l'intérieur du piquet de corner et à 1 mètre de la ligne de fond. Et vous obtenez en tant que défenseur une faute, mais vous avez l'opportunité, tout en restant à 1 mètre de la ligne de côté, d'avancer jusqu'à 15 mètres de la ligne de fond, donc à hauteur du bord du cercle. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Si un coup franc est accordé à la défense dans son cercle, le défenseur peut jouer la balle n'importe où tant que cette balle est dans le cercle. Alors, dans la définition stricto sensu, sur coup franc, la balle doit être immobile. Maintenant, dans la pratique, on constate souvent que quand on a des self-pass et que le coup franc est joué à proximité de l'endroit où l'infraction a été commise, la balle n'est pas arrêtée. Comment gères-tu ce genre de situation, Mika? De nouveau, il faut regarder quelle est l'intention du joueur, c'est-à-dire est-ce qu'il fait vraiment l'effort de, entre guillemets, bloquer la balle. Et alors, il faut aussi faire attention à
le placement des défenseurs. C'est-à-dire que si il gagne 1 ou 2 mètres sur un coup franc qui a lieu entre les zones des 23, est-ce qu'en gagnant ces 1 ou 2 mètres, il va éliminer un défenseur ou deux? Si c'est le cas, à ce moment-là, il faut lui redemander de rejouer le coup franc au bon endroit, ou en tout cas de faire l'effort de reculer pour éviter de éliminer ces deux défenseurs, parce que en gagnant 2 mètres, il prend un avantage sur la défense. Voilà, ça c'est le principal, comment on gère ça. OK. Alors, je continue. Sur coup franc, les adversaires doivent, dans tous les cas, se trouver à minimum 5 mètres de la balle. Si dans certains cas, un adversaire se tient à moins de 5 mètres de la balle, il se peut, on va dire, que le coup franc soit joué. Encore une fois, ça arrive très souvent sur self-pass. Mais dans ce cas-là, ce joueur qui n'est pas à 5 mètres de la balle ne peut en aucun cas interférer dans l'exécution du coup franc. Il ne peut pas jouer ni tenter de jouer la balle. S'il le fait, on revient à la faute et on demande qu'il se mette à 5 mètres. Si c'est fait plusieurs fois de manière répétée et intentionnelle, à ce moment-là, le joueur peut être sanctionné par une carte. Quand on a un coup franc dans la zone des 23 mètres, à l'exception du donneur, tous les joueurs doivent se trouver à 5 mètres de la balle, adversaire comme partenaire. Notion très importante qui fait également souvent débat les samedis et les dimanches, la balle, quand on a une faute dans les 23 mètres, la balle ne peut pas être envoyée directement dans le cercle avant d'avoir parcouru 5 mètres. 5 mètres ballostique, ou alors il faut qu'elle ait été touchée par un adversaire avant de rentrer dans le cercle. Donc ça, c'est relativement important. Soit le donneur parcourt 5 mètres avec la balle avant de l'envoyer dans le cercle, soit il fait une passe à un partenaire hors cercle, la balle parcourt les 5 mètres et puis elle peut rentrer dans le cercle, soit elle part en direction du cercle et est touchée par un adversaire avant de rentrer dans le cercle. À ce moment-là, on laisse le jeu se dérouler. Si ce n'est pas le cas, si la balle n'a pas parcouru 5 mètres, on siffle coup franc pour la défense. Le coup franc est donné une fois que soit le joueur passe la balle à un de ses partenaires, ou s'il est maladroit à un adversaire, il peut, ou alors lorsqu'il part seul avec la balle, c'est ce qu'on appelle une self-pass. Et voilà, j'ai fini de vous embêter avec toutes les théories sur les règles du jeu. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste. J'ai voulu que ça soit malgré tout assez condensé et assez généraliste, de manière à avoir une vue globale, on va dire, sur les règles et les participants. Alors maintenant, comme je l'avais annoncé, c'est la deuxième partie. On va tester vos connaissances, voir si vous connaissez bien ou si vous avez bien écouté durant cette première partie. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre navigateur et à vous rendre sur la page www.kahoot.it, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, www.kahoot.it. En arrivant là, on va vous demander un code PIN pour vous connecter. Ce code PIN, c'est le 310 72 96. Une fois que vous avez introduit votre code PIN, choisissez un pseudo, un nickname qui vous identifiera tout au long du questionnaire. Et ensuite, le questionnaire va se dérouler question après question. Il y a 20 questions. Et comme je le disais, les meilleurs à ce questionnaire-là se verront décerner un petit prix symbolique. Alors pour le quiz, c'est Mika qui va prendre la main. Juste une chose, comme le nombre de caractères était limité, on a fait des abréviations que vous voyez ici. Donc pour les attaquants,
on va parler de ATT. Pour les défenseurs, on va parler de DEF, DEF. Et les penalty corners, ça tout le monde sait, on va parler de PC. Donc, Mika. Ouais, je vais reprendre la main sur la présentation. Je vois qu'entre-temps, alors j'ai répondu à toutes les questions qui sont rentrées, sauf la dernière de Laurent de Belfroy. Dommage. Voilà, alors. Donc là, logiquement, vous devriez voir l'écran avec toutes les personnes qui sont connectées. On était dans il y a 54 personnes qui sont connectées, qu'il y a certaines qui arrivent encore, donc il faut encore un peu attendre avant de commencer le quiz. Bon, je commencerai à 20h05, comme ça tout le monde aura le temps de se connecter. Si vous avez des problèmes, à la limite, mettez-le dans le chat. On est 70 personnes pour l'instant sur le web. En tout cas, en connexion avec le webinaire. Donc, Coco, c'est quand même pas notre président. Qui sait? Jamais su arbitrer. Bon, une petite question, voir si c'est en lien avec le caout, sinon on va commencer. Non. Alors, on va commencer le caout. Donc, vous allez voir la question qui va s'afficher et puis vous avez 1 minute pour y répondre. Alors, donc, comme Alexandre l'a expliqué dans la partie règles, il faut donc siffler après qu'un but a été marqué. Voilà, comme ça je regarde en même temps ce que vous voyez et je sais continuer. Alors, on va repasser à la deuxième question. Donc, c'est Régis qui a répondu le plus rapidement. Alors, deuxième question. La balle est dangereuse pour un adversaire. Où a lieu le coup franc? En rouge, à l'endroit où le joueur a fait monter la balle. En bleu, où l'arbitre se trouvait quand il a sifflé.
En orange, là où le danger est créé. En vert, l'arbitre décide où jouer le coup franc. Alors, le coup franc a lieu là où le danger a été créé. Néanmoins, il y a une petite exception à cette règle, parce que ça n'a pas lieu partout dans le terrain, c'est-à-dire qu'il a été décidé il y a bien longtemps qu'il y a un gentleman agreement, c'est-à-dire que quand un défenseur fait monter la balle ou un attaquant fait monter la balle hors du cercle et que celle-ci est dangereuse dans le cercle, à ce moment-là, le coup franc aura lieu là où la balle est montée. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. On va regarder qui est en vert. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, là où la balle est montée, en dehors du cercle, bien évidemment. Tout à fait, oui. Alors, beaucoup de changements au niveau du classement. Alors, troisième question. Un défenseur hors cercle dévie la balle dangereusement vers un attaquant qui se trouve dans le cercle. Que siffle-t-on? Petit rouge où l'arbitre se trouvait quand il a sifflé. En bleu, dégagé. En orange, coup franc à l'endroit où la balle monte. Vert, PC, car le danger est créé dans le cercle. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, celle-là, je pense. Donc la bonne réponse c'est coup franc à l'endroit où la balle est montée. Donc c'est ce que je vous ai expliqué donc précédemment. Alors regardons le classement. Encore du changement. Alors prochaine question. On siffle obstruction du corps quand un joueur empêche un attaquant qui veut jouer la balle de la jouer. Uniquement dans les 23, quand un joueur empêche un adversaire, un adversaire qui veut et peut jouer la balle de la jouer, ou uniquement dans le cercle. Donc le petit J remplace joueur, le petit A remplace adversaire. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas cliquer sur les questions, c'est parce que, pour les réponses plutôt, c'est parce que vous êtes peut-être dans la présentation du GoToWebinar, il faut vraiment ouvrir un nouveau navigateur et aller sur kahoot.it, sinon ce que vous pouvez faire, c'est le faire via votre smartphone. Donc la bonne réponse ici, c'est quand un joueur empêche un adversaire qui veut et peut jouer la balle de la jouer. Il faut bien distinguer
qu'une obstruction a lieu uniquement quand la personne qui est bloquée montre une intention et se trouve à distance jouable de la balle de pouvoir la jouer. Imaginons le cas, le défenseur bloque l'attaquant qui se trouve à 6 mètres de la balle. Ce ne sera pas possible de siffler obstruction du cœur parce que la personne se trouve à 6 mètres, en tout cas l'attaquant se trouve à 6 mètres et n'est pas en mesure de jouer la balle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Je vais juste prendre 2 secondes, Mika, si tu m'excuses. Je vais rappeler pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter encore. Donc, il faut aller sur www.kahoot, ça s'écrit KAHOOT.IT et rentrer le code PIN 310 72 96. Et à ce moment-là, il y a moyen de participer au quiz et de cliquer sur les réponses. J'espère pour Véronique que c'est en ordre maintenant. Voilà, excuse-moi, Mika. Pas de souci. Alors, passons de nouveau au classement. Encore du changement. La Victoria est toujours en tête. Alors, 5e question. Vous voyez une faute dans le cercle de votre collègue. Que faites-vous? En rouge, vous sifflez tant que la bonne décision est prise, elle est juste. En bleu, vous établissez un contact visuel avec lui et montrez quand il vous regarde. En orange, vous montrez à votre collègue ce que vous avez vu pour qu'il puisse siffler. Petit vert, vous ne faites rien, c'est le cercle de votre collègue. Alors, on m'a posé là tantôt la question dans le chat. Alors, la bonne réponse est donc, vous établissez un contact visuel avec lui et montrez quand il vous regarde. Donc, dans les règles, il est spécifié que chaque arbitre est responsable de sa partie de terrain, effectivement, mais rien ne vous empêche de siffler dans l'autre moitié du collègue, entre guillemets. Il y a juste, de nouveau, un gentleman agreement qui a été fait il y a des années, c'est que on ne siffle pas dans le cercle de son collègue. On va vraiment essayer d'établir un contact visuel avec lui et lui montrer quand il vous regarde ou quand vous pensez qu'il vous regarde. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Mais peut-être que le collègue a vu la faute et qu'il lui a décidé de laisser avantage. Donc à ce moment-là, vous le laissez faire. Peut-être qu'il n'a pas vu la faute et qu'il est concentré sur le jeu et donc c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là essayer d'établir un contact visuel avec lui pour qu'il capte votre attention. Et en faisant cette procédure, ça vous évite de vous montrer ce que vous avez vu et d'entendre tous les joueurs crier « Regarde ton collègue », ce qui a pour effet de cause que peut-être vous allez indirectement perturber votre collègue parce qu'il va perdre sa concentration ou il va être indirectement perturbé parce qu'il va entendre tout le monde crier. C'est pour ça que c'est très important donc d'établir le contact visuel avec lui et à ce moment-là, de lui montrer. Ce sont des choses, essayez de discuter dans la discussion que vous avez d'avant-match avec votre collègue pour vous mettre d'accord sur quelques principes que vous allez appliquer durant la rencontre. Alors, regardons au niveau du classement comment ça se passe. Peu de changements. Alors, 6e question. Quelle faute ne peut pas causer un PC? Petit rouge, le gardien qui dévie la balle au-delà de la ligne de fond. Le bleu, la balle est volontairement jouée par le défenseur au-delà de la ligne de fond. En orange, faute volontaire dans le cercle sur l'attaquant qui n'a pas la balle. Petit vert, faute volontaire dans les 23 mètres.
Et la question précise bien quelle faute ne peut pas causer un PC. Hein. Alors, c'est uniquement quand le gardien dévie plutôt la balle au-delà de la ligne de fond. Son geste est donc involontaire et ne pourra pas causer de PC. Alors, allons à la prochaine question. Changement de leader. PE dépasse pour quelques points Victoria. Alors, 7e question. Dans le cercle, un attaquant centre. La balle est déviée dans le but par le stick d'un défenseur. Quelle est la bonne décision? Rouge, but. Bleu, dégagé. Orange, long corner. Alors, la bonne réponse est donc le but. Chose importante à savoir que à partir du moment où un attaquant se trouve dans le cercle et qu'il envoie la balle dans n'importe quelle direction et que cette balle rentre dans le but via un pied, un stick d'un défenseur, de 2 attaquants, puis ensuite de 2 défenseurs, tant que la balle ne sera pas sortie du cercle, ce sera considéré comme goal. À partir du moment où la balle sort du cercle, ce ne sera plus valable et il faudra voir qui, entre guillemets, retouchera la balle une fois qu'il se trouve dans le cercle. Alors, regardons le classement. Changement, Victoria repasse en tête. Alors, 8e question. Un joueur peut-il jeter son stick vers la balle? Rouge uniquement si ce n'est pas dangereux pour les autres joueurs. Bleu, oui. Orange, non. Vert uniquement si la balle est en l'air. Alors la bonne réponse c'est non, il ne peut pas jeter son stick pour jouer la balle. Il faut qu'il ait toujours son stick au minimum d'une main, tenir son stick au minimum d'une main pour pouvoir jouer la balle. Voyons le classement. Changement avec Arnaud qui passe devant. Prochaine question. Quand l'arbitre doit-il considérer une balle comme dangereuse? Petit rouge, toutes les balles hautes au-dessus du genou. Petit bleu, si un joueur fait un mouvement d'évitement quand il veut jouer la balle. Orange, si la balle arrive dans le cercle. Vert, uniquement quand la balle est jouée en revers.
Alors, je pense que quasi tout le monde a répondu, mais je vais chaque fois laisser le temps à tout le monde de lire les questions et d'y répondre parce que c'est possible qu'il y ait plus de monde que ce qui était inscrit au début du quiz. Alors, la bonne réponse était le bleu, si un joueur fait un mouvement d'évitement quand il veut jouer la balle. Très important, ce n'est pas parce que une balle passe, on va dire, entre guillemets, à 7 mètres au-dessus de la tête d'un joueur que pour ça, celle-ci est dangereuse. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que il existe uniquement du jeu dangereux envers les adversaires. C'est-à-dire qu'envers sa propre équipe, le jeu dangereux n'existe pas. C'est-à-dire que si je fais une passe en l'air à mon joueur et que lui doit faire un mouvement d'esquive parce qu'il est maladroit entre guillemets ou qu'il a mal jugé la trajectoire de la balle, il ne faudra pas siffler. Alors, passons à la question suivante. Pas de changement au niveau du classement. Alors, deux défenseurs interviennent pour stopper un attaquant qui a la balle. Un défenseur lui prend la balle correctement, l'autre ne fait rien. Que faut-il siffler? Petit rouge, coup franc pour l'attaque. Bleu, bouillie. Orange, rien du tout, le jeu continue. Vert, coup franc pour la défense. Alors le jeu continue, étant donné que aucun des deux défenseurs ne fait une faute au moment où ils prennent la balle à l'attaquant. Alors, à moitié chemin, nous sommes donc avec le classement suivant. Donc Arnaud premier, Jeff Charmont deuxième, US troisième, Samuel quatrième, Mika cinquième. Il reste tout est encore possible pour rattraper le top 3. Alors, prochaine question. Dans la zone bleue, à quel endroit doit-on jouer un coup franc? La zone bleue sera une zone sur le terrain que vous voyez. En rouge, maximum à 5 mètres de l'endroit de la faute. En bleu, ça n'a pas d'importance. En orange, approximativement à l'endroit de la faute. En vert, à l'endroit exact de la faute. Alors Alexandre vous l'a expliqué là tantôt. Encore quelques secondes avant qu'on passe à la réponse. Donc la bonne réponse était approximativement à l'endroit de la faute. Donc comme on l'a expliqué là tantôt, tout dépend naturellement de si le joueur qui joue le coup franc élimine des adversaires, parce qu'à ce moment-là, il faudra jouer à l'endroit exact. Mais sinon, vous pouvez laisser 1, 2, voire 3 mètres, tant que le joueur fait vraiment l'effort de bloquer la balle pour que tout le monde comprenne qui va démarrer le coup franc. Alors, au niveau du classement, pas de changement. Coco rentre dans le top 5. Prochaine question. Est-ce que la balle peut être envoyée dans le cercle en flic? Rouge, oui, si elle rebondit avant le cercle. Bleu, oui. Orange, non. Vert, oui, seulement si ce n'est pas dangereux.
Alors, nous allons passer à la bonne réponse. La réponse, c'est oui, seulement si ce n'est pas dangereux. Alors, on ne va pas vous expliquer la règle du flic parce que cette règle est assez compliquée. Le plus simple, c'est donc de juger si, à l'envoi et à la réception du flic, la balle n'est pas dangereuse pour la partie qui ne fait pas monter la balle. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire des flics partout sur le terrain. Alors, au niveau des classements, est-ce qu'il y a un changement? Effectivement, nous avons ME et PE qui rentrent dans le top 5. Prochaine question. Du pied, le gardien envoie la balle en l'air hors du cercle. Il n'y a pas de danger. Quelle est la bonne décision? Rouge, je siffle PC. Bleu, je siffle dégagé. Orange, je siffle stroke. Vert, le jeu continue. Alors, la bonne réponse est vers le jeu continu. Comme je viens d'expliquer, tant qu'il n'y a pas de danger, il faut laisser le jeu continuer. Alors, il faudra ici vérifier qu'il n'y a pas de danger au moment où il envoie la balle, mais aussi au moment où la balle retombe, parce qu'elle risque de tomber soit vers un joueur, soit vers personne, soit vers un paquet de joueurs. Si c'est vers un paquet de joueurs, c'est-à-dire minimum 2 joueurs, à ce moment-là, il faudra juger s'il y a jeu dangereux ou pas, et dans ce cas-là, siffler un coup franc pour l'équipe qui n'a pas fait monter la balle, et le coup franc se jouera à l'endroit où la balle a été dangereuse. Alors, pas de changement au niveau du classement. Passons à la 14e question. Un attaquant joue un coup franc dans les 23 mètres adverses. Quels joueurs peuvent s'approcher à moins de 5 mètres? En rouge, uniquement les défenseurs. En bleu, uniquement les attaquants. En orange, à part le donneur, aucun autre joueur. En vert, uniquement les arbitres. Alors, quasi tout le monde a répondu. On attend encore une petite dizaine de questions. Alors, la bonne réponse est, à part le donneur, aucun autre joueur. Donc, comme Alexandre l'a expliqué, dans les 23 mètres adverses, tout le monde doit se trouver à 5 mètres du lieu où le coup franc sera joué. Alors, après 2 tiers de questions, petit changement entre US et Jeff Charmeau au niveau du classement. Alors, passons à la prochaine question. Sur PC, 6 défenseurs se trouvent derrière la ligne de fond de ligne de but. Quelle est la bonne décision? Rouge, un de ses défenseurs doit aller s'asseoir derrière la ligne de fond. Bleu, un de ses défenseurs doit aller prendre place derrière la ligne médiane. Orange, on joue le PC. Vert, un de ses défenseurs doit prendre place derrière son but.
Alors, presque tout le monde a répondu. Alors, la bonne réponse est bleue. Un de ses défenseurs doit aller prendre place derrière la ligne médiane. Donc, on défend à maximum à 5 un penalty corner, c'est-à-dire soit 4 joueurs et un gardien équipé, soit 5 défenseurs en fonction de ce que l'équipe a décidé de jouer, soit avec 11 joueurs de champ, soit avec 10 joueurs de champ, plus un gardien complètement équipé. Rien n'empêche l'équipe qui défend de défendre à 4, à 3, à 2, ou voire avec personne. Ce n'est pas interdit. Sachez que ça arrive parfois quand il y a des PC de fin de match, c'est-à-dire que où le temps est terminé, mais que un penalty corner doit quand même avoir lieu et que un goal en plus ou en moins ne changera pas la physionomie du score, il est possible que le défenseur décide de ne pas se mettre dans le goal ou de ne pas jouer à fond le penalty corner. Alors, pas de changement au niveau du score. Alors, prochaine question. En inspectant le terrain avant le match, vous voyez des trous dans les filets de but. Que faites-vous? Petit rouge, vous informez les capitaines et faites commencer le match. Petit bleu, vous ne faites pas jouer le match. Le match est remis. Orange, vous cherchez les colsons. Et petit vert, vous faites réparer les filets avant de commencer le match. Alors sachez que par défaut, on parle de trous dans les filets de but qui sont plus grands que les trous actuels. Comme vous le savez tous, les filets ont des petits carrés. Et quand on parle des trous dans les filets, c'est que la balle s'est passée à travers les filets et ressortir du goal. Ce qu'on veut absolument éviter pour ne pas rentrer en discussion avec l'équipe qui a marqué pour voir si c'était bien but ou pas but. Naturellement, l'équipe qui marquera vous dira mordicus que cette balle est rentrée dedans, même si elle est ressortie via un trou que vous n'avez pas vu. Alors la bonne réponse, c'est vous faites réparer les filets avant de commencer le match. Donc contrôlez toujours avant de commencer le match qu'il n'y ait pas de filet, qu'il n'y ait pas de trou dans les filets. Ceci vous évite des surprises pendant le match. Vérifiez aussi que le filet est attaché au goal, c'est-à-dire au poteau, aux deux poteaux et à la latte, mais aussi au niveau des planches qui se trouvent à l'arrière du goal ou sur les côtés, pour vous éviter de nouveau des surprises et que la balle ne sorte par ces trous ou ces éventuelles sorties qui ne sont pas attachées. Alors, pas de changement au niveau du classement. Prochaine question. Dans le cercle, l'attaquant tire au but. La balle rebondit sur le poteau, touche le pied d'un défenseur et va dans le goal. Quelle est la bonne décision? Rouge PC, bleu but, orange dégagé, vert stroke. Alors lisez bien la question parce qu'il y a une petite subtilité. Alors presque tout le monde a répondu. Alors la bonne réponse, c'est le but. Alors quelques précisions. Ici, il faut bien faire attention que l'envoi a eu lieu à plat vers le but et qu'elle a rebondi sur le poteau. Imaginons que l'attaquant envoie la balle en l'air sur le poteau et qu'elle rebondit du poteau sur le corps d'un défenseur. Il faudra à ce moment-là juger si cette balle était dangereuse ou pas pour le défenseur. Si c'est le cas, il faudra siffler dégagé parce que c'est l'attaquant qui crée le jeu dangereux
lors de son envoi au goal. Si ce n'est pas dangereux, à ce moment-là, il faudra voir où termine la balle. Si elle termine dans le goal, à ce moment-là, ce sera goal. Si elle termine en corner, à ce moment-là, ce sera penalty parce qu'elle touche le pied ou le corps du joueur. Ou le jeu pourra se continuer si la balle est encore dans le cercle et que vous décidez de laisser l'avantage parce qu'un attaquant se trouve proche de cette balle et aurait l'occasion de marquer. Ou en tout cas, de faire une tentative vers le goal. Alors, Antoine rentre dans le top 4. Il a peut-être entamé un sprint final sur les 2 dernières questions qui restent. Alors, quand la balle est-elle dans le cercle? Au point 2 et 3 en rouge, seulement le point 1 en bleu et en orange au point 1, 2, 3. Alors, presque tout le monde a répondu. On attend encore un peu. Alors, la bonne réponse, c'est au point 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les lignes font partie du cercle ou bien du terrain. C'est-à-dire que tant que la balle est sur la ligne, elle n'est par exemple pas sortie du cercle ou elle n'est pas sortie du terrain. Très important, la même chose quand vous indiquez un long corner ou vous sifflez un long corner, il faut que le long corner ait lieu sur la ligne des 23 mètres parce que la ligne fait partie des 23 mètres, excellent endroit où le long corner doit être joué. Rien n'empêche que cette balle peut être mise un peu derrière la ligne tant qu'elle touche la ligne, c'est en ordre. La même chose sur les sorties où la ligne de fond, il faut savoir que tant que la balle n'est pas complètement sortie du terrain ou complètement du cercle, elle ne sera pas considérée comme sortie. Même chose sur la ligne de goal. La même chose au goal. Vas-y, Mika. Oui, sorry Alexandre. Donc la même chose, pour que un goal soit validé, il faut que la balle ait complètement franchi la ligne de but. Alors, est-ce qu'il y a des changements au niveau du classement? Effectivement, beaucoup de changements au niveau du top, enfin de la place 2, 3, 4, 5. C'est serré, je pense que Arnaud est loin devant. Dernière question, ou avant-dernière question plutôt. Un attaquant fait un flic. Le défenseur veut intercepter la balle, mais est gêné par un autre attaquant. Que faites-vous? Coup franc pour la défense en rouge, coup franc pour l'attaque en bleu, bouillie en orange, rien. Le jeu continue. Alors, nous attendons encore une petite dizaine de questions. Réponses plutôt. Alors, la bonne réponse est rouge, coup franc pour la défense. Donc, comme on l'a déjà expliqué, ici, le défenseur qui veut intercepter, donc gêné par un autre attaquant, qui va lui rentrer dans sa zone des 5 mètres et qui va donc forcer une esquive de la part du défenseur.
Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un flick, c'est quand on met son stick sous la balle et qu'on lève la balle intentionnellement. Alors, on ne shot pas ou on ne tape pas la balle, c'est vraiment pousser la balle vers le haut. Alors, je dirais pour pour les plus anciens entre nous, dans le temps, on faisait encore des cuillères avant que le flic est apparu. Je vous rassure, je ne suis pas si jeune que ce que j'en ai l'air. Hein. C'était encore sur gazon. J'ai joué sur gazon, et j'ai joué sur gazon. Alors, le classement, Étienne et US progressent. Attention, dernière question. Quel dessin montre un but qui est bien placé? Alors, le rouge, vous voyez que le but est sur la ligne. En vert, vous voyez que le but dépasse, en bleu plutôt, on voit que le but dépasse la ligne de fond. Et en jaune, on voit que le but se trouve derrière la ligne de fond. Alors, nous attendons encore quelques réponses. Il vous reste encore 20 secondes pour répondre pour les retardataires. Alors, la bonne réponse, c'est la couleur orange, c'est-à-dire que le but est placé derrière la ligne de fond. Comme ça, si la balle passe la ligne de fond, vous êtes sûr qu'elle est dans le goal. Alors, petit conseil que je peux vous donner, si vous voyez que la balle touche l'intérieur du poteau, je dis bien l'intérieur du poteau, vous pouvez considérer que c'est goal parce que l'intérieur du poteau se trouve derrière la ligne de fond. Alors, passons maintenant au classement. Est-ce qu'il y a encore eu des changements au niveau du classement? Alors, Étienne a fait 18 sur 20, est troisième. Antoine est deuxième avec 18 sur 20 et premier avec 19 sur 20. Et Arnaud. Voilà. Quatrième US, cinquième PE. Félicitations à Arnaud, Antoine et Étienne qui ont fait le top 3. Alors, je vais donner la parole à Alexandre. En attendant, je vais vous envoyer une petite enquête sur Kahoot pour avoir votre feedback de comment ça s'est passé. Si vous avez appris quelque chose, si vous recommandez l'utilisation de Kahoot ou si vous souhaitez qu'on utilise ça plus souvent. Ok, j'ai repris la main. Par contre, je n'arrive pas à voir. Mika, est-ce qu'on va faire des slides ou pas? Je pense que non. Attends. Non, je n'ai pas la main. Je vais te remettre en présentateur. Logiquement, Ouais. les personnes Parfait. vont revoir tes slides. Parfait. Eh bien oui, comme l'a dit Mika, félicitations. Félicitations à Arnaud, Antoine et Étienne, les trois premiers. J'invite Arnaud, Antoine et Étienne à m'envoyer un petit mail personnel à mon adresse, comme ça je peux avoir toutes leurs coordonnées et ils auront l'opportunité de pouvoir choisir un t-shirt de nos Red Panthers
ou éventuellement de nos Red Lions, ou éventuellement un kit complet arbitrage avec sifflet et cartes. Voilà, à eux de me dire ce qu'ils veulent. En tout cas, bravo à tout le monde. Certaines questions semblaient faciles, beaucoup de questions étaient pas si simples que ça. On voit qu'il y a beaucoup de petites notions. C'est important de bien lire les questions pour bien comprendre quelle décision prendre. C'est exactement le reflet de ce qui se passe sur un terrain. En permanence, l'arbitre sur un terrain doit interpréter l'esprit du jeu, doit savoir interpréter effectivement les positions et prendre des décisions assez rapidement en son âme et conscience. Donc, je trouve que c'est assez révélateur et personnellement, je suis assez impressionné par les excellents résultats. Donc, bravo à vous. Voilà, avant de finir, je vous rappelle que mercredi prochain, on a un webinaire toujours à la même heure, à 19h30, et on aura encore la chance d'avoir Mika Pontus avec nous pour parler de la signalétique et des, je devrais dire plutôt des coups de sifflet, puisqu'il en existe plus qu'un. Et pour le mercredi 12 mai, là, on aura Céline Martin-Schmidt qui sera avec nous pour nous parler placement, déplacement et notamment certaines anecdotes lors de matchs internationaux qu'il a eu l'occasion de siffler. Donc, je pense que ça peut être très intéressant aussi pour parfaire ses connaissances en tant qu'arbitre chevronné ou en tant qu'arbitre plus ou moins chevronné, voire même en tant qu'arbitre débutant. Il y a toujours des bons conseils et des bons trucs à prendre. Voilà. N'hésitez pas à réagir, à nous donner du feedback, que ce soit sur le principe Chaos ou que ce soit sur le webinaire, la présentation, les tools utilisés. C'est toujours utile et intéressant pour nous de voir comment vous les avez perçus et voir comment on peut encore s'améliorer. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci d'avoir été parmi nous. Et pour les plus assidus, à mercredi prochain. Mika, merci beaucoup et à peut-être demain. Merci à tous et bonne soirée.